notre thématique du jour, c'est planter sa micro-entreprise. Donc ça va être un petit peu différent, de ce que je propose d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, proposé des sujets qui parlent des obligations en micro-entreprise, des choses qu'il faut savoir, mais on, voulait mettre l'accent sur, des petites choses qui parfois, sont pas prises en compte lorsqu'on se lance en micro-entreprise ou alors on se dit: «C'est pas grave, je le ferai plus tard» ou «Ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Donc en fait, on a pris des petits témoignages qu'on a pu, recevoir sur, des micro-entrepreneurs qui ont eu certaines problématiques. Donc je voulais, vous les partager pour, vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire. Donc je vais vous parler du fait qu'il est important de, s'informer avant de se lancer, aussi des obligations qu'il y a en micro-entreprise, le fait aussi d'avoir, les réflexes et de, ne pas négliger, les clients. Premier point à ne pas suivre, on va le tourner comme ça, lorsqu'on se lance en micro, c'est le fait de ne pas s'informer avant de se lancer. Donc je vais vous donner un petit exemple d'un micro-entrepreneur qui, est, salarié et qui, travaille pour, dans cet exemple-là, dans une agence de communication et qui a lancé sa micro-entreprise. Cette personne-là a voulu se lancer parce qu'il a vu qu'il y avait un besoin, des clients qui seraient intéressés pour, ses services et donc il voulait proposer des services de communication, chose qu'il fait aussi également dans, son activité de salarié, donc dans l'agence de communication et son employeur l'a découvert, lui a dit qu'il menaçait de le licencier et qu'il voulait que, il ferme sa micro-entreprise, son activité. Alors pourquoi ça s'est produit? C'est que, lorsque vous êtes salarié et que vous voulez vous lancer en micro-entreprise, vous devez, informer votre employeur. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'activité que vous allez, proposer. Il faut aussi que, bien évidemment, vous passiez pas votre temps à gérer votre activité de micro puisque, en tant que salarié, vous êtes censé faire en priorité votre travail pour votre employeur et aussi la problématique, par rapport à ce cas de figure-là, c'est que, ce que je propose pour ma micro-entreprise, c'est en totale concurrence avec ce que propose mon employeur. Donc quand vous avez une idée et que vous décidez de vous lancer, il faut faire attention à ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que ça peut être en concurrence avec votre employeur et il est possible aussi que, par exemple, dans votre contrat de travail, il y ait une clause spécifique qui dise que, vous n'êtes pas censé avoir une activité à côté ou alors il y a des clauses spécifiques. Donc il faut faire très attention. Parce que ça, c'est quelqu'un qui, a senti qu'il y avait un besoin certes, mais malheureusement, il en a peut-être pas forcément parlé à son patron, en amont ou alors, il n'a pas vu qu'il y avait des clauses spécifiques. Donc là, votre employeur, il est en droit de vous dire: non, ça marche pas comme ça». Donc il faut faire attention lorsque vous vous lancez à vérifier que, si vous êtes salarié, vous pouvez, dans le cadre de vos fonctions, avoir une activité à côté. Donc ça, c'est le premier exemple. Second exemple, qu'on a eu, donc là, c'est quelqu'un qui, veut se lancer en tant que micro-entrepreneur et qui, dans cet exemple-là, dit: «Je vends des massages que je fais moi-même». Donc c'est pas, je passe par un prestataire externe et puis je propose ces services. C'est moi qui fais des massages et donc je fais les démarches de création de ma micro-entreprise et comme je vends des massages, je me dis que c'est de la vente, donc je m'inscris auprès de la chambre de commerce. La chambre de commerce me revient en me disant: «Malheureusement, c'est pas, nous qui nous occupons de votre dossier, c'est un autre CFE, donc centre, de formation, aux entreprises. Donc mon dossier est rejeté, donc je suis obligée de tout refaire». Pourquoi c'est arrivé? C'est parce que je me suis pas forcément bien informée au préalable. C'est pas parce que je dis que je vends des massages que c'est forcément de la vente. La vente de services, c'est pas forcément, du commerce. Donc c'est pas auprès, à chaque fois que je fais de la vente, de la chambre de commerce que je dois faire mes démarches. Donc ça, c'est un exemple de quelqu'un qui s'est pas forcément bien informé en amont et qui perd du temps dans les démarches de création de micro-entreprise et lancer son activité. Donc c'est quelque chose que je vous invite, si vous n'êtes pas encore micro-entrepreneur, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous l'êtes ou si vous êtes en passe de le devenir, mais c'est important de s'informer et de savoir vers qui faire les démarches. Pourquoi? Parce que ça fait, parfois perdre du temps inutilement si vous vous trompez. Ça arrive, l'erreur est humaine, mais bien s'informer en amont, ça permet,
comme les démarches de création de micro-entreprise, il y a toujours un petit délai de traitement de la part des administrations qui est aux alentours de 3 à 4 semaines de délai, bah, ça permet de gagner du temps. Comme ça, vous êtes sûr que votre dossier, il est bon et que vous l'envoyez à la bonne personne. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous informer autour de vous. Pas forcément aller juste sur internet en tapant voici mon activité, mais vous pouvez très bien vous rapprocher de l'URSSAF. Si vous vous dites que c'est la chambre de commerce, vous pouvez très bien contacter les chambres de commerce ou contacter d'autres organismes pour savoir à quel centre de formation vous devez faire vos démarches de création. Dernier exemple que je voulais vous parler pour s'informer avant de se lancer, c'est le cas des personnes qui ne demandent pas l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide qui permet d'avoir une exonération sur les cotisations de chiffre d'affaires. Et dans mon exemple, c'est quelqu'un qui s'est lancé en micro-entreprise, qui s'est rendu compte, en fait, après 6 mois d'existence en micro, que l'ACRE existe et qui peut y prétendre, parce qu'il y a des conditions d'exigibilité pour l'ACRE, et lui, il les remplit. Et il se demande s'il peut en faire la demande. Malheureusement, comme il ne s'est pas informé en amont, il ne peut pas prétendre à l'ACRE. Pourquoi? Parce que quand on se lance en micro-entreprise et qu'on souhaite, et qu'on est exigible à l'ACRE et qu'on souhaite faire la demande, il y a un délai maximum de 45 jours. Quand vous faites les démarches de création, vous pouvez lancer les demandes d'ACRE en même temps, ou alors vous avez 45 jours suivant les démarches de création pour faire la demande. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que l'ACRE, ça permet aux micro-entrepreneurs qui sont éligibles d'avoir, donc ce que je disais, l'exonération de 50% sur les cotisations que vous allez faire mensuellement ou trimestriellement, et 50%, c'est pas négligeable. Donc le fait que cette personne-là ne se soit pas informée en amont, ça fait qu'elle a perdu, entre guillemets, la possibilité de gagner de l'argent sur... gagner de l'argent, on peut dire ça comme ça, de ne pas avoir les cotisations plein pot. Donc c'est pour ça qu'il faut, avant de se lancer dans les démarches de création, bien faire attention à est-ce qu'on est éligible à telle chose, est-ce qu'il y a des aides qui existent, à quel CFE je dois me déclarer pour faire la création de ma micro-entreprise, et est-ce que si je suis salarié, je peux me lancer, est-ce que je suis fonctionnaire, je peux me lancer. Donc voilà, ça c'est plein de choses qu'il faut vérifier avant de se lancer. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre du temps inutilement, on peut tout simplement se rendre compte qu'on ne peut pas lancer notre micro, donc ça peut éviter de perdre du temps, encore une fois. Donc ça, c'est pour la partie s'informer avant de se lancer. Maintenant, au niveau des obligations. Donc des obligations, qu'est-ce que c'est? Là, je vais vous donner le cas de figure de personnes qui se sont pas forcément informées non plus sur ce que ça impliquait d'être micro-entrepreneur et qui se rendent compte au fur et à mesure de leur activité qu'il y a des choses, ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait. C'est le cas de quelqu'un qui reçoit une demande de régularisation de l'URSSAF. En gros, elle est en activité depuis 1 an en tant que micro-entrepreneur. Elle a un chiffre d'affaires qui va fluctuer dépendamment des périodes dans l'année. Des fois, elle va avoir un chiffre d'affaires positif, des fois, il va être nul. Et elle fait ses déclarations de chiffre d'affaires uniquement quand elle a un chiffre d'affaires à déclarer. Ce qui se passe, c'est que donc elle reçoit une demande de régularisation de l'URSSAF. Pourquoi? Parce qu'ils disent je vois que vous êtes en micro-entreprise depuis 1 an, on n'a pas reçu toutes vos déclarations de chiffre d'affaires, donc maintenant vous devez régulariser votre situation. Le problème que certains micro-entrepreneurs ont, c'est qu'ils se disent que quand on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne doit pas faire ces déclarations de chiffre d'affaires. Eh bien si, vous devez le faire. Peu importe si vous avez un chiffre d'affaires positif ou nul, vous êtes quand même censé faire vos déclarations mensuellement ou trimestriellement. Donc ça, c'est bien important de le noter. Ça fait partie des obligations quand on est en micro-entreprise de déclarer son chiffre d'affaires, même si l'administration ne va rien vous faire payer parce que c'est un pourcentage qui est calculé sur votre chiffre d'affaires pour connaître les cotisations. Même si vous n'avez rien à payer, il faut quand même indiquer à l'administration que vous avez fait 0 chiffre d'affaires sur tel mois. Et ça, ça évite d'avoir ce genre de demande-là de la part de l'URSSAF pour des oublis qui peuvent être évités. Donc toujours faire ces déclarations de chiffre d'affaires,
qu'on ait un chiffre d'affaires ou pas, on doit les faire mensuellement ou trimestriellement, dépendamment de ce qu'on a choisi lorsqu'on a créé sa micro-entreprise. Autre exemple de personne qui n'a pas forcément répondu à toutes les obligations qu'on a en micro-entreprise, eh bien, c'est une personne qui va facturer ses clients uniquement quand ils lui demandent. Donc, dans mon cas, c'est une personne qui est en profession libérale et qui va avoir des honoraires qui sont supérieurs à 25 €. Elle reçoit une notification lui indiquant qu'elle va avoir un contrôle de l'URSSAF et qui lui demande eh bien, de transmettre son livre de recettes, ses factures et aussi le relevé de compte en banque qu'elle a sur une certaine période. Et l'URSSAF vérifie les informations et lui disent que comme il y a des informations qui sont manquantes, elle a une amende. Pourquoi ça s'est produit? Parce qu'en fait, quand vous êtes en micro-entreprise, vous devez facturer vos clients sous certaines conditions. La première, c'est que si vous avez une prestation ou vous faites une vente, peu importe, et que le montant est de plus de 25 €, vous êtes dans l'obligation de faire une facture, d'émettre une facture. Donc là, dans son cas de figure, elle a des honoraires supérieurs à 25 €, elle est obligée de faire des factures dans tous les cas. Et même si vos clients vous disent qu'ils n'en veulent pas, qu'ils ne veulent pas de facture, pour votre comptabilité à vous, vous êtes quand même censé faire une facture. Comme ça, en cas de contrôle, vous avez une preuve que tel jour, telle heure, vous avez facturé tel client et voici la facture qui le prouve. Donc, quand on est en micro, faire une facture, c'est le montant de ma prestation est de plus de 25 €, je dois facturer mon client. Si j'ai des clients qui sont dits professionnels, je dois les facturer. Si je fais de la vente à distance, je dois faire une facture. Et le dernier cas de figure, c'est si mon client me demande d'avoir une facture, je suis dans l'obligation de lui en faire une. Donc, admettons, je fais une prestation qui est de moins de 25 €. Si mon client me dit je veux une facture, je lui émets une facture. Et donc là, ça aurait évité le fait de savoir ça à cette personne-là, d'avoir une amende suite au contrôle de l'URSSAF. C'est possible d'avoir un contrôle, c'est pas forcément toujours le cas d'avoir une amende. Donc si elle avait fait attention, elle aurait évité ce cas de figure-là et des frais qui étaient pas prévus. Donc au niveau des obligations, quand on est en micro-entrepreneur, on fait des factures, on tient un livre de recettes, on déclare son chiffre d'affaires mensuellement et trimestriellement et pour finir, on paye les cotisations. Alors Jean-Christophe demande l'amende était de combien? Alors j'ai pas de chiffre à vous donner, mais l'amende elle peut varier. Je sais plus, c'est de l'ordre de milliers d'euros, hein. Je crois que ça va jusqu'à 15 000, je ne sais plus. Après ça va dépendre aussi, ça peut aller voilà d'une centaine d'euros à plus. Mais voilà, ça dépend aussi du cas de figure de chacun, donc je peux pas vous donner non plus de chiffres précis. Donc si on passe à la suite, qui peut être le cas pour planter sa micro, ça va être le fait de ne pas avoir les bons réflexes. Donc là, ça va être des cas de figure où, dans le premier cas, je gère ma comptabilité via Excel. Donc, quand on est en micro-entreprise, comme je le disais, faut faire des factures, faut tenir un livre de recettes. Et là, dans ce cas de figure-là, on a une personne qui tient sa comptabilité sur Excel, sur son ordinateur, et malheureusement, son ordinateur a rendu l'âme, ce qui fait qu'il a perdu l'ensemble de sa comptabilité liée à sa micro-entreprise. Les factures ne sont plus disponibles, le livre de recettes, comme tout était enregistré sur son ordi, il n'y a plus rien. Maintenant, on a plein de possibilités quand on fait des choses, on enregistre des choses, eh bien, c'est d'enregistrer ces documents sur un cloud. Un cloud, c'est quoi? C'est un site qui permet de stocker toutes les informations, tout ce qu'on veut, en fait, des photos, des documents, ce genre de choses-là. Et peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ça permet de tout récupérer via une connexion Internet. Donc vous n'êtes pas obligé de vous connecter à votre ordinateur à chaque fois pour avoir accès aux informations. Il vous suffit, peu importe où vous êtes, d'avoir une connexion Internet, de vous connecter à votre compte et d'avoir accès aux informations.
C'est aussi sécurisé, pourquoi? Parce que c'est, stocké sur des serveurs, donc c'est pas, lié à, votre PC en LAN, ce genre de choses-là. Vous êtes entre guillemets, tranquille à ce niveau-là. Faut pas vous poser la question de, «J'ai, plus accès à mon ordi» ou autre. Tout est stocké de façon sécuritaire. Autre chose que la personne aurait pu faire, pour, gérer sa compta sur Excel, c'est d'opter pour un outil en ligne. Le fait de, gérer sa comptabilité sur Excel, c'est pas problématique. Il y a plein de gens qui le font et c'est très bien. Mais par contre, d'avoir tout au même endroit, ça permet, de gérer l'ensemble de son activité, des devis, des factures, tenir un livre de recettes et les, outils en ligne maintenant sont disponibles facilement. Donc je vous invite à regarder ces solutions-là qui vous permettent après de tout gérer sans avoir à vous embêter avec votre ordi. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit: «On peut aussi, en plus du cloud, OneDrive, Dropbox, imprimer et archiver». Bah, vous pourriez aussi imprimer vos documents, c'est possible. Après, voilà, dépendamment de votre activité, vous pourriez avoir pas mal de choses, à stocker chez vous, mais aussi vous pouvez, effectivement stocker en physique toutes les informations relatives à votre micro, toutes les factures, le livre de recettes, ça c'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui tiennent encore leur, livre de recettes, papier, vous pouvez le faire. Après, j'aurais plus tendance à vous inviter à aller sur des, versions numériques. Pourquoi? Parce que depuis n'importe où, vous pouvez réaccéder à vos informations. Alors Jean-Christophe qui demande: «Les factures sont à garder 10 ans, c'est bien ça?» Oui, tout à fait. 10 ans, c'est, le délai pour, garder vos documents. Pourquoi? Parce que, s'il y a un contrôle, faut que vous les ayez, sous la main, mais le délai est actuellement de 10 ans. Et que ce soit un stockage numérique ou stockage papier, c'est 10 ans au niveau du délai. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Autre cas de figure, c'est, je suis en micro-entreprise et je me rends compte que je suis toujours dans le rouge. Ça veut dire que j'arrive pas à me retrouver dans mon activité. Dans le cas de figure dont je voulais vous parler, c'est quelqu'un qui, facture des prestations mensuellement à hauteur de 2 000 € par mois. Donc il y a quand même du chiffre d'affaires qui rentre, mais malgré ça, il n'arrive pas à s'y retrouver. Il a du mal à sortir entre guillemets «la tête de l'eau» et il a fait des recherches pour voir d'où ça pouvait provenir et il se rend compte que, il a des dépenses diverses d'environ 2 100 € par mois. Que ce soit l'internet, besoins en, matières premières et cetera. Il a des frais pour sa micro-entreprise qui sont assez conséquents. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qui peut faire que, on peut éviter ça? Déjà, c'est de tenir un livre de compte. Pourquoi? Parce que quand on est en micro-entreprise, on est censé uniquement déclarer le chiffre d'affaires qu'on fait auprès des administrations. Ce qui veut dire qu'on regarde pas forcément toujours ce qui sort, donc les dépenses qu'on va avoir pour son activité. Et de tenir un livre de compte, c'est de se, rendre compte de ce qui va rentrer, ce qui va sortir et est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'améliorer certains points? Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de réduire ses dépenses? Ou alors est-ce que, ce serait pas au niveau des tarifs? Comme j'ai beaucoup de dépenses, peut-être que, je peux revoir un peu, les tarifs que je propose à mes clients pour qu'après, j'arrive à me dégager, des bénéfices. Donc ça, c'est, quelque chose qui est important. Quand on est en micro-entreprise, on voit pas forcément tout ce qu'il y a à côté de, oui, il y a de l'argent qui rentre, je fais de la facturation, c'est très bien, je vois que mon activité, il y a de plus en plus de demandes, mais il faut voir si derrière, est-ce que par rapport à la demande que vous avez pas trop de frais et faut, voilà, faire attention à tout ça pour, comme je le disais, peut-être réduire des axes de dépenses qui pourraient peut-être, être évités ou peut-être revoir des fournisseurs ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est pour, les personnes, voilà, qui, font pas forcément attention aux dépenses qu'elles ont. Donc c'est pour ça que je vous invite à tenir un livre de compte pour réellement voir votre activité en termes de trésorerie, où vous en êtes. Et dernière chose pour le fait d'avoir des bons ne pas avoir des bons réflexes, je vais y arriver, c'est, le cas de figure de, quelqu'un qui a des impayés qui traînent. Il a, donc des clients pour lesquels il a fait des prestations, il a facturé ces clients-là et malheureusement, il a toujours pas reçu les paiements de la part de ces personnes.
Donc, il a des sous qui sont en attente, mais il n'a pas encore la possibilité de les avoir. Ce qu'il y a à faire quand vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est ne pas hésiter à relancer vos clients. Vous avez fait votre part de travail, votre client, lui, c'est maintenant de payer ce qu'il vous doit. S'il n'est pas dans les temps, il faut les relancer. Il faut faire attention à ça et pas se dire ah, j'ai envoyé une facture, j'attends que ça vienne tout seul. Parfois, ça met beaucoup, beaucoup de temps à venir. Donc, n'hésitez pas à les relancer. Quitte à vous mettre des alertes, vous, sur vos agendas, ce genre de choses-là, pour vous dire faut que je relance tel client parce qu'à ce jour, j'ai toujours rien. Mais il ne faut pas oublier de faire ça parce que c'est de l'argent qui vous doit. Faut faire aussi attention si, sur vos factures, vous mentionnez des délais de paiement, vous indiquez en fait à vos clients que, il est censé vous payer dans, tant de temps et ça permet aussi vous de vous baquer en disant: attendez, je vous ai, fait la facture tel jour, c'est noté que, vous avez tant de temps pour me payer et c'est toujours pas le cas». Donc faut faire vraiment attention à ça. Si vous avez des impayés qui traînent, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, n'hésitez pas à relancer vos clients parce que, comme je l'ai dit, vous avez fait la part de votre travail, à eux de faire la leur et à eux de payer en fait ce qu'ils vous doivent. Dernier point dont je voulais vous parler, c'est planter sa micro-entreprise, ça peut aussi passer par le fait de négliger ses clients. Quand on a des clients, il faut en prendre soin et donc là, on va avoir des cas de figure. Le premier, c'est j'ai facturé plus que ce qui était convenu. Je suis mandatée par mon client pour intervenir chez lui. Je lui fais un devis qui va comprendre la main-d'œuvre et les pièces que je vais devoir changer. Et lors de mon intervention, je me rends compte que le temps que j'avais calculé au départ sur mon devis, en fait, c'est pas du tout ça dans la réalité. J'avais vraiment sous-évalué mon temps de main-d'œuvre. Et du coup, quand je facture mon client, je rajoute le temps de main-d'œuvre supplémentaire et mon client, il n'est pas content du tout. C'est important quand vous faites des devis ou autres, ou même que vous faites une facture à votre client, enfin plus un devis dans ce cas-là, c'est de faire attention au chiffrage de votre temps. Si vous dites à votre client que ça va vous prendre tant de temps et que ça va coûter tant, lui, il s'attend que ça vous prenne tant de temps et que ça lui coûte tant et c'est tout. Donc, il faut faire attention à ça, il ne faut pas sous-évaluer son travail. Pourquoi ? Parce que dans ce cas de figure-là, le client, il n'est pas content. Il va peut-être avoir tendance à vous dire qu'il n'a pas envie de payer sa facture ou alors c'est pas ce qui était convenu, ça marche pas comme ça. Donc, à vous de faire attention au chiffrage de votre temps. À vous de faire attention aussi à prévenir votre client si, admettons, et c'est possible qu'il y ait quelque chose qui n'était pas prévu, mais si, admettons, vous vous rendez compte que ça va vous prendre plus de temps, informez votre client au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que ça va, entre guillemets, le rassurer dans le sens où il ne va pas sursauter en voyant le montant de votre facture, mais ça va lui permettre d'être informé au fur et à mesure de ce qui se passe et de ne pas avoir une surprise quand il va être facturé. Et aussi, vous pouvez, c'est possible, noter sur vos devis que si, admettons, vous faites un forfait en disant à votre client voilà, par rapport à ce que vous me demandez, je vais vous facturer tant. Vous pouvez aussi mettre une mention sur votre devis en disant sous réserve d'éléments supplémentaires ou sous réserve que il y a des choses qui n'étaient pas prévues, peu importe, mais voilà, mettre une mention prévenant votre client en disant que peut-être que ce forfait-là sera revu à la hausse, à la baisse, peu importe, ça permettra aussi que lui, il se dise « Ok, je le savais, c'est le jeu, mais au moins je suis informé au préalable ». Donc ça, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce que voilà, votre client, s'il est satisfait de votre intervention, il peut refaire appel à vous si il a à nouveau une problématique qui peut faire appel à vos compétences. Donc, un client satisfait, c'est un client qui peut revenir derrière, quoi. Donc, il faut faire attention à bien facturer vos clients. Si, admettons, vous avez sous-évalué une situation, ça arrive, mais tenir informé votre client, c'est important. Et pour vous baquer aussi, faire attention à vous. Si vous vous dites que peut-être il y a un risque que ça prenne plus de temps que prévu, vous pouvez le noter sur votre devis que ça pourra être réévalué en fonction du temps passé. Autre cas d'un micro-entrepreneur.
J'ai cassé l'ordinateur de mon client lors d'une intervention. On fait appel à moi pour réparer un ordinateur d'un client. J'ai dit à mon client qu'il y allait, bon, je vais y arriver, j'allais en avoir pour à peu près 100 € en termes de main-d'œuvre. Il me propose un café et malheureusement, je tape dans le café et le café se renverse sur l'ordinateur de mon client. Le client me regarde en me disant qu'est-ce qui se passe. Je regarde le PC et le PC, il est mort, il ne se rallume plus. Ça va pas. Je me dis que potentiellement la responsabilité civile personnelle que j'ai, je vais pouvoir la faire jouer. Et mon assurance me dit bah, malheureusement, c'est pas possible puisque c'est dans le cadre de vos fonctions, de votre activité, que l'événement s'est passé. Résultat, je dois payer un nouvel ordinateur de ma poche. Et quand je fais le bilan de ce qui s'est passé, j'ai un ordinateur à 100 €, enfin une prestation à 100 €. L'ordinateur de mon client, il valait à peu près 670 €. Bah, si je fais le calcul, ma prestation, elle me coûte moins 570 €. Donc je suis dans le négatif. Donc là, je ne suis pas gagnant du tout. Ça aurait pu être évité, ce genre de choses-là, en souscrivant une RC Pro, une assurance professionnelle. C'est pas obligatoire quand on est en micro-entreprise d'avoir une RC Pro, sauf si on fait une activité réglementée, mais c'est conseillé d'en avoir une. Pourquoi? Parce que typiquement, ce cas de figure-là, on aurait pu l'éviter en ayant souscrit à une assurance professionnelle. Ça aurait été couvert, j'aurais pas eu besoin de sortir l'argent de ma poche. On peut se dire que c'est un poste de dépense et que, oh allez, il m'arrivera jamais rien, mais ça arrive. Un événement, c'est pas voulu en général, ça peut arriver et souscrire à une assurance pro, ça coûte en moyenne 10 € par mois. Bah, quand on voit le bilan de la journée de cette personne, c'est pas cher payé par rapport à ça. Donc c'est comme je le disais, c'est pas obligatoire, mais fortement conseillé parce qu'il peut vous arriver n'importe quoi. Vous, vous garez chez un client et je sais pas, vous vous garez trop près de son mur et vous cassez son mur ou bah, voilà, comme lui qui, a voulu boire un café et bah et plus d'ordinateur. Voilà, ça permet d'être couvert, et de travailler l'esprit tranquille puisque, bah, entre guillemets, on se dit que s'il arrivera quelque chose, on est assuré pour. Donc même si c'est des sous de prendre une assurance, mais voilà, c'est en moyenne 10 € par mois, comme je disais, bah, c'est pas cher payé par rapport à ce qui peut arriver parfois. Donc, ce qu'on retient, c'est une assurance professionnelle pas obligatoire, mais fortement conseillée quand on est en micro-entreprise. Dernier cas de figure, c'est je n'ai pas répondu à des relances clients. Je suis micro-entrepreneur, j'ai un client qui m'a demandé un devis il y a 3 semaines. J'ai malheureusement une activité assez dense et j'ai pas, le temps forcément de lui répondre. La cliente s'est impatientée, elle me dit que, bah, je vous ai relancé, vous m'êtes toujours pas revenu, je pense qu'en fait, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Voyant ça, je me dis: «Bon, allez, je prends du temps, je fais le devis et je lui envoie» et elle me répond: «Bah, malheureusement, c'est trop tard. Vous avez pris trop de temps à me répondre, donc je suis allée voir ailleurs». Ce qui est important à garder en mémoire, c'est que, bah, quand vous êtes micro-entrepreneur, les clients vont vous permettre d'avoir une activité. Donc c'est important de garder une bonne relation, avec les gens. Pourquoi? Parce que ça représente une vitrine. Si un client est satisfait, il va parler autour de lui de votre activité. Avec le bouche à oreille, vous allez avoir d'autres personnes qui vont faire appel à vous. Donc prendre soin de vos clients, c'est, bah, le peut-être la première règle qu'il faut suivre. Donc même si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas forcément l'envie ou peu importe, si quelqu'un vous demande quelque chose, bah, essayez de le faire le plus rapidement possible parce que ça peut éviter que des gens aillent voir ailleurs et que vous passiez à côté de, certaines opportunités. Donc faire toujours attention à ses clients, c'est, la première chose à faire quand on est en micro-entreprise.